Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode numéro 4 qui sera sur la chenille processionnelle du pain. Alors, c'est la quatrième épisode de notre webinaire series de ce mois de Ramadan. Comme nous avons l'habitude de faire, je vais commencer rapidement avec quelques slides pour présenter l'association avant de donner la parole à notre président pour le lancement de ce sujet. Alors, Lime 3D, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2019, exactement, novembre 2019, avec une motivation, une volonté de plusieurs professionnels marocains sur l'objectif d'être un interlocuteur des autorités sanitaires sur le sujet de la lutte anti-nuisible et le pest management. Également pour fédérer les professionnels de domaine au Maroc et protéger, surtout protéger l'environnement et le citoyen, sensibiliser ce dernier des risques nuisibles et le protéger et valoriser le métier de la lutte contre les nuisibles. En quelques chiffres, Lime 3D avec Lime 3D a eu également en 2024 plus de 300 membres. Ces 300 membres sont pas multipliés, mais sont mélangés entre les adhérents associés, les membres actifs de l'association, également les membres abonnés ou bien les soutiens de l'association, les institutions et les partenaires. Il y a plus de 20 réunions entre les réunions présentielles et également les réunions webinaires. Des salons, soit au niveau national ou international, comme Maroc Hotel, Grain Méline et Préventica. Préventica, on sera au salon Préventica le mois prochain, donc n'hésitez pas de passer à notre stand, Inch'Allah. Également les communiqués, des actualités, des publications qui seront selon le sujet, selon vraiment le besoin, soit des guides des bonnes pratiques, soit des protocoles de lutte, soit des réglementations pour vraiment sensibiliser les acteurs, les donneurs d'ordre, et pourquoi pas, et pour l'objectif également de la montée en compétences des techniciens, des professionnels, de tout acteur de domaine de pest management. Au niveau de partenariat, spécialement au niveau national, alhamdoulilah, nous avons eu plusieurs partenariats. On est fiers de ça, avec plusieurs institutions, plusieurs universités, dans le cadre d'échanger entre l'expertise de nos professionnels et également l'expérience scientifique, réglementaire, pour essayer d'être utile avec ces institutions. En 2023, nous avons signé 3 conventions officielles avec Marjan Holding, avec également la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur, l'Institut Pasteur et l'Institut, le ministère principal pour notre métier de 3D, c'est le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Au niveau international, en essayant d'être actif, d'être présent sur les salons professionnels au niveau international avec des associations homologues dans l'objectif de garder toujours un veille réglementaire, technologique et de s'inspirer des actions et des protocoles des autres associations au niveau international. Comme vous voyez sur les photos, il y a plusieurs activités, plusieurs événements, plusieurs salons, soit le Pest World qui était à Miami, qui était à Hawaï l'année dernière, ou bien qui est en bas, c'est le Pest World également qui était à Boston 2022. Au milieu, en haut, c'est l'Expo-Sida en Espagne. Et vers la gauche, c'est également l'Expo-Sida. Et en bas à gauche, c'est Parasitech à Paris 2023. Donc tout ça, c'est vraiment d'être actif, d'être présent pour représenter la profession marocaine. Et en bas au centre, c'est une coalition, c'est la Global Pest Coalition, que Line 3D,
la première association arabe en Afrique du Nord qui rejoint cette coalition. Elle contient à peu près, y compris entre 60 pays au niveau international, des associations professionnelles qui représentent ce domaine au niveau mondial. Alors, le webinaire CRS pour Ramadan 2024, c'était un concept de chaque semaine, un sujet différent avec un expert, soit au niveau national, soit au niveau international, dans le même objectif de sensibiliser et de monter en compétences. C'est le rôle de l'association, c'est le rôle d'une association de manière générale et surtout une association dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui sera la chenille processionnaire du pain et leur impact sur la santé publique. Sera présenté par notre président et membre fondateur de l'association, M. Abdelkrim El-Ghorfi. Donc, juste avant de lui passer la parole, je vous rappelle que pour les questions, vous aurez deux options, soit à travers le chat, le petit enveloppe en bas, et Nadia, ma collègue, elle va s'occuper de vraiment réorganiser les questions et les poser à la fin. Soit à la fin, si vous le voulez poser en vive voix, après la fin de la présentation de M. Abdelkrim, il n'y a pas de problème. Il faut juste lever la main, comme ça je vous donne la parole et on lance notre session questions-réponses. OK? M. Abdelkrim, à vous la parole pour 45 minutes. Je vous en prie. Je me connecte. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour ce dernier épisode des webinaires series sur un nuisible dont on entend parler que de manière très saisonnière, et on va voir pourquoi. Et c'est un nuisible qui est très intéressant, ne serait-ce que par sa biologie, son développement. Excusez-moi. Oui. Monsieur, j'ai une petite signal de M. Abdullah Wahmani qui dit OK, c'est bon. Vous pouvez continuer parce que apparemment, oui, je vais vérifier. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez juste. Oui, c'est bon. OK. J'ai des confirmations. C'est bon. Vous pouvez continuer. Parfait. Donc, je disais que c'est un nuisible intéressant par sa biologie, mais également intéressant parce qu'il est à cheval sur deux législations. On va parler de l'himayat nabatat un petit peu. On n'est pas des ingénieurs agronomes. Enfin, il y a des ingénieurs agronomes, pardon, parmi nous. Moi, j'en suis pas un. Et on va parler également de l'hifz sihal amma, qui nous concerne beaucoup plus au quotidien. Et on va voir pourquoi cet insecte est à cheval sur les deux réglementations et qu'il faut prendre un petit peu attention quand on traite cette bestiole. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, avant de commencer, j'espère que les 3 premiers épisodes ont été profitables pour tout le monde. Parce que on se donne beaucoup d'énergie, beaucoup de mal à mettre en place ces sujets. Et on est très à l'écoute de vos retours, tous, que ce soit les adhérents ou même pour les webinaires qui étaient ouverts pour les personnes qui nous ont connus ou rejoints durant ces sessions. Et donc aujourd'hui, on va discuter sur un insecte que moi j'ai beaucoup connu à l'époque où j'étais encore en activité en France, parce que c'est un insecte qui a aujourd'hui colonisé presque 90% du territoire français, alors qu'il était beaucoup plus connu à l'époque dans le sud de l'Europe, on va le voir. Donc c'est ce qu'on appelle la chenille processionnaire du pain, et on va en reparler un peu dans les détails. Voilà les 4 aspects qu'on va voir ensemble d'abord dans les 45 minutes qu'on a. Je n'ai pas la prétention qu'on va pouvoir tout voir. Je vais peut-être aller vite, mais l'idée c'est d'avoir sur la globale, et puis après on pourra rentrer bien entendu dans le détail. Donc Jadoub Sanobre, pardon. Ça c'est ce qu'on appelle, on appelle aussi le caterpillar mouakib, également la chenille processionnaire du pain, parce que elle fait cette procession. Elle a besoin de pouvoir descendre en file indienne, on va le voir dans différents aspects. C'est une chenille, mais également c'est un papillon, puisqu'on parle d'un insecte à métamorphose complète. Donc c'est la chenille processionnaire du pain, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Je me suis concentré sur la chenille processionnaire du pain parce que ça commence à être une problématique
de santé publique. C'est beaucoup une problématique au niveau des المياه والغابات. الناس ديال المياه والغابات عارفين هاد الحشرة déjà, puisqu'il la côtoie au quotidien au niveau des forêts marocaines, des bosquets d'arbres, notamment du pin, hein, donc sans ombre bien sûr. Mais ça devient une problématique de santé publique parce qu'on va voir qu'elle prolifère et on va voir pourquoi elle a la capacité à s'épandre sur le territoire. Chenille procédure du pin, Tometopea pitiocompa. Ça, c'est le nom technique vernaculaire scientifique de cet insecte. La durée de développement de l'œuf à l'adulte, on va voir que c'est un cycle qui est très long, c'est 10 mois. Pour passer de l'œuf à l'adulte, ça peut être un petit peu moins. Mais elle a une capacité, la femelle, à déposer beaucoup d'œufs au niveau des arbres. On va le voir également en détail, avec une température de prolifération de 20 à 40 degrés. Ce qui veut dire que dans le Grand Sud, ou même dans le Grand Sud, les pertes très chaudes, très sèches, on n'a pas cet insecte. Parce qu'on n'a pas non plus forcément ces bosquets d'arbres qui sont répandus partout au Maroc. Elle est très inféodée à ce type d'arbre, c'est-à-dire le pin. D'accord? En général, on parle des résineux, on va en reparler. Un des plus grands ravageurs forestiers sur l'ensemble des pays méditerranéens, oui, et notamment sur le sud de l'Europe. Et puis, avec le réchauffement climatique, les hivers sont de moins en moins forts, il fait de moins en moins froid, et donc elle a la capacité à pouvoir remonter, on va le voir de manière assez extraordinaire. On doit voir ensemble cette métamorphose complète parce que vraiment, Ajib, c'est un lépidoptère, hein, un papillon qui a un développement comme tous les papillons, une métamorphose qui est complète avec des phases, des étapes successives, etc. Donc là, on va parler de 3 phases principales. D'accord, la partie adulte, la partie larve, puis la partie nymphe. D'accord, la nymphose. C'est-à-dire que là, تكون واحد الشرنقة باش الحشرات دير هذاك التحول كامل ديالها. On va être dérangé, pardon, un petit peu de perceuse. Et on a 4 étapes distinctes, d'accord? 4 étapes distinctes. Pourquoi 4 étapes et pas 3 phases? Parce que les 4 étapes, elles sont propres également à la procession. Avec Tanazoul en file indienne, c'est ça qu'on appelle caterpillar, parce qu'elle va descendre en file indienne de l'arbre. Et donc ces 4 étapes, c'est une étape supplémentaire. Donc l'adulte qui est ici, hop, je le montre. La chenille, d'accord, l'yaraqa. La procession, donc il va y avoir avec la file indienne pour aller faire quelque chose de très particulier, on le verra. Et puis après, ici, la dernière étape, c'est le charnaqa avant de rebasculer vers la phase adulte. Et la particularité, c'est qu'il y a un enfouissement, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'aller sous terre à un moment bien précis. Donc la lutte, accrochez-vous, elle est complexe. Ce n'est pas une lutte qui est simple. Il faut pouvoir maîtriser l'ensemble des aspects. Et puis, les techniques sont très diverses. Donc, on parle bien entendu du pin, donc tout le monde le sait, c'est un résineux, c'est-à-dire qu'en fait, il a des pics, il a des petites branches en forme d'épines, et c'est des épines qui ne tombent pas, qui restent tout au long de l'année. Les feuillus, qui ont des feuilles caduques, c'est-à-dire les feuillus, c'est les feuilles qui vont, au bout d'un moment, avec l'orak, ce qui n'est pas le cas pour les résineux. Donc, il y a une feuille, une épine qui est là toute l'année. Ici, vous avez une photo du Pinus pinaster, d'accord, c'est ce qui est très répandu, d'accord, le pin maritime, au niveau du Rif, et c'est ce qu'on a ici. Alors, si on doit parler du pin, j'ai récupéré les données de l'HCP pour essayer de comprendre un petit peu où se situe potentiellement le problème, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aura partout. Donc, vous ne devriez pas normalement, que ce soit même sous Massan de manière générale ou le Marrakech SFI, vous ne devriez pas avoir cette problématique-là. Dans certains endroits, mais d'une manière générale, vous ne devriez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que si on prend le cas d'Yassus Massan, c'est l'arganier qu'on a beaucoup, c'est l'argan qui a été الشجره ديال الارغان اللي عندنا تمايا بزاف et elle n'est pas contaminée par ce type elle n'est pas infestée par ce type d'insectes. Donc c'est quelque chose qui est assez différent à ce niveau-là. Si on prend le cas des principales surfaces, on a 112 000 hectares sur 16 provinces.
La plus représentée, ça c'est les chiffres de 2002, de l'Mendoubiya, Samia, les Tchait. On a 25 000 hectares. Azilal, Galsif, 24 000 hectares. Tchaza, 21 000 hectares. Chifchaouen, 12 000 hectares. J'ai mis ça dans l'ordre du plus grand au plus petit. On a après, du côté de Husseima, Driouch, pardon, Sefro, Khnifra, on a quelques arbres qui sont plantés. Donc, il peut y avoir cette problématique, mais ce n'est pas quelque chose qui est très densifié, parce que ce sont des petits bosquets d'arbres de moins de 150 hectares. Donc, ce ne sont pas des grandes forêts. Il y a de pin. Et puis, on a un deuxième arbre qui est touché, c'est le cèdre, qui peut être touché également. Donc, ça, le cèdre de l'Atlas. Donc là, vous avez une photo au niveau de la région d'Azoro et Fren. Un cèdre de l'Atlas peut atteindre plus de 50 mètres de hauteur, 10 mètres de circonférence au niveau de la souche. Et on le retrouve en général au niveau des hautes montagnes, le moyen Atlas également. On le retrouve, c'est de l'ordre de 1500 à 2400 mètres d'altitude. On le rencontre aussi dans le Rif, 1400 mètres d'altitude, sur les versants atlantiques, les montagnes du moyen Atlas, etc. Mais Azoro, c'est un bon exemple pour le Kadiana, parce qu'on va beaucoup le retrouver à ce niveau-là. Et donc, cette Shijara Erz, on va la retrouver effectivement sur 131 000 hectares au niveau des Memlaka, 12 provinces, donc Ifren en tête, pardon, Midel, Khnifra, Husseima, et je descends. Moins de 100 hectares sur Tiaounent et sur Tétouan. Donc ça vous donne une idée déjà pour la chenille processionnaire du pin, je précise, du pin, elle peut toucher le pin, mais elle peut toucher également le cèdre. Ces deux arbres-là, d'accord? On va voir en fin de présentation qu'il y a d'autres types de chenilles, mais qui n'ont pas la particularité ou l'athar potentiel de la chenille processionnaire du pin, et vous allez comprendre pourquoi. Également, la chenille, cet insecte, il va avoir besoin de certains climats. S'il fait trop chaud, trop sec, c'est une problématique pour le développement et également pour la procession. C'est-à-dire avec Tianazoul, au Milliardin Chauffeur, l'une derrière l'autre, vous allez voir, c'est assez extraordinaire, elle va pouvoir se balader, aller dans certains endroits pour pouvoir s'enfuir. Quand on l'aura fini avec le Dawra Titawardiela, il faut qu'il y ait un climat qui soit favorable. S'il y a un climat qui est défavorable, ça va poser problème. D'accord? Donc là, on parle en général des résineux, les arbres les résineux, donc soit le cèdre, l'Erzul al-Sanobre, on parle d'à peu près, à peu près de 5-6% de la surface du territoire du Maroc sur les 18% de surface qui comptent des résineux. Mais ici, vous voyez qu'on a du climat qui est hyper aride, donc il y a vraiment le climat Jef, vraiment le Hala Jef, Fabzef. Ici, on a le climat aride, et puis après, on va vers le semi-aride, l'humide, le semi-aride sèche, etc. Donc, c'est les particularités de la climatologie. Et c'est très important parce que ça nous donne également les capacités d'expansion de cet insecte. On y reviendra. Je prends l'exemple de la France pour vous montrer le cas de la France où on a différents types de climats. Du climat montagnard, en haute montagne, c'est le cas sur la périphérie, sur les Alpes, du côté de Lyon, ou là du côté des Pyrénées, ici, on a le climat continental, on a le climat océanique dégradé, et on a le climat océanique qui, lui, est exposé directement, que ce soit à la mer Méditerranée ou à l'océan Atlantique, d'accord, ou alors ici, sur la mer du Nord. Donc ça explique que, en fait, les processions, c'est-à-dire le déclenchement de la sortie de اليرقة اللي هي اللي خطيره بالنسبه للحيوانات والبشر والانسان, elle est différenciée. On peut avoir ici du côté de Rennes sur la partie Bretagne maternelle, vous pouvez avoir des processions, ce qu'on appelle avec Tianazol, et on va voir que c'est là que c'est dangereux. Ça peut commencer mi-octobre, alors que regardez ici sur le climat montagnard, ça peut commencer mi-février. Qu'est-ce qui va être le facteur déclenchant? C'est l'altitude, l'eau. Et la deuxième chose, c'est rotoba, c'est l'humidité. C'est les deux éléments qui font qu'elle va détecter à un moment donné que c'est le bon moment de descendre parce que l'ard radikon tape et je vais pouvoir faire ma procession facilement. Ici, je vous ai pris un exemple sur un très joli reportage qui est passé sur Arte il y a quelques temps. C'est un reportage qui date de 2013, mais qui est très intéressant. Je pourrais donner les références si vous le souhaitez. C'est les régions favorables climatiquement pour être l'insecte. Donc, vous voyez qu'on parle d'un insecte qui est présent dans beaucoup de continents, mais qui ne peut pas se développer partout. Vous voyez qu'au niveau de l'Afriqiya, ce n'est pas partout qu'il peut se développer. Il a besoin d'un climat continental
avec une certaine humidité, avec des très grands lacs. Il a besoin d'une certaine humidité, donc c'est tout ce qui est, sur les tropiques également, le climat tropical. Il a besoin, vous voyez le Maghreb, Hnaya et Dzaïr, on va parler au niveau des Djazari, au niveau du Maghreb, on parle vraiment le pourtour méditerranéen, regardez, vous voyez, et une partie atlantique. Donc, le Maghreb, on est entre les deux. Donc, on est très bien exposé à la fois sur l'Atlantique et à la fois sur le Méditerranée. Donc, ça explique en fait les régions où elles peuvent se développer. Rentrons dans le détail. On va tout de suite scinder sur la biologie. Vous allez voir que ma présentation, on va beaucoup parler de la biologie. On va parler de plusieurs choses et notamment d'une chose importante, c'est les 3 phases. L'adulte, on va commencer par l'adulte. Ensuite, غادي نمشيو لجيت لا larve, c'est-à-dire اليرقه المرحله اللي مورا donc البيض مورا البيض كيتفقس كتخرج هذيك اليرقه on le verra et ensuite on va parler de la procession d'accord avec le caterpillar c'est pour ça qu'on appelle caterpillar c'est-à-dire la descente la procession la file indienne c'est moi qui m'abrite اللي غتنزل من au niveau ديال الشجره وغتنزل au niveau ديال الجذع. Ça, c'est la particularité de la procédure du pain, au niveau des jeder, et à ce moment-là, elle peut être exposée aux êtres humains. Elle va lâcher potentiellement des poils qui sont très, 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 très urticants. J'en ai déjà fait l'expérience 2 fois. Ici, vous avez le mâle, d'accord, la femelle. C'est juste pour la photo, de pouvoir faire la différence comme ça. La différence, on peut la faire à travers l'abdomen, parce que la femelle, elle a un abdomen qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus long, elle a un vol qui est beaucoup plus tskel que le mâle, même si lui déjà il a un vol qui est tskel. Et pourquoi elle a cet abdomen qui est gros? Parce qu'elle a besoin d'avoir la poche à œufs et ensuite d'aller poser les œufs au niveau de l'arbre. On va le voir dans une vidéo. Donc le premier qui sort, c'est le mâle. Et vous voyez qu'il a une durée de vie de 24 heures. Donc, maximum, c'est sa durée de vie maximum, il a besoin absolument de rencontrer la femelle. Donc, il va sortir en premier, il va commencer à partir un peu partout, à chercher de la femelle, sauf que la femelle, elle vient 1 à 2 heures plus tard, on va voir qu'il fait comme le mâle, elle sort, elle va se positionner en hauteur, dans les arbres, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre une phéromone pour chercher l'accouplement. Ce qui est extraordinaire, c'est que le mâle, il peut parcourir jusqu'à 25 km. La femelle va parcourir en moyenne jusqu'à 3 km, maximum. Ce qui est important, c'est la femelle, parce que la femelle, le mâle, il dort 25 km, mais s'il ne s'accouple pas, il meurt, et il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas de suite. Ça s'arrête là. Par contre, la femelle, elle va faire 3 km. Et c'est ce qui explique, entre autres, que chaque année, la progression moyenne en Europe, on parle d'entre 2 et 2,5 km d'avancée vers le nord. C'est-à-dire que pourquoi? Elle a la possibilité d'aller chercher les températures dans les pays où avant elle ne pouvait pas aller ou dans les contrées où elle ne pouvait pas aller. Avant, je dirais, il y a 20 ans, sur Paris, il n'y avait pas sur la région parisienne, sur le nord de la France, même si on remonte il y a 50 ans, on n'avait pas sur le nord de l'Espagne, à ma connaissance, d'abord, elle est au niveau de l'Italie, l'Espagne, France, Allemagne, mais elle remonte à travers cette capacité. Et donc, la femelle, elle va se positionner, elle va parcourir sa distance, elle va choisir un arbre, bien sûr, et elle va se positionner en hauteur, elle va lâcher des phéromones. Regardez ici sur une vidéo, on voit sur une très belle vidéo réalisée que là, il y a la sortie d'un insecte. Et là, c'est le papillon. Le papillon, il va sortir. Et il va déployer ses ailes. Ça, juste hatcher les ailes, ça prend 20 minutes pour que ça puisse se déployer. Et donc là, le papillon est formé. Le mâle va se mettre en attente de détecter les phéromones femelles grâce aux antennes qu'il a déployées qui sont extrêmement sensorielles. Et la femelle, elle, va appeler le mâle par la suite pour aller chercher la fécondation. Regardez ici les antennes d'Yellow, comment elles sont sous forme de peigne. Donc ça, c'est une particularité avec Zrabzev qui lui permet de capter l'environnement. Et donc, qu'est-ce que va faire le mâle? Il va rencontrer la femelle. Un seul mâle va pouvoir la rencontrer. Il va y avoir un accouplement qui va durer 1 sa'a.
le mâle الذكر غادي يطلق المادة ديالو, ça va être stocké par la femelle et tout de suite, immédiatement après, elle va se mettre en recherche d'un lieu de ponte. Qu'est-ce qu'elle va privilégier? Elle va privilégier le pin. Elle va aller au niveau des aiguilles, elle est inféodée au pin ou là, au cèdre, au résineux, comme on l'a vu juste avant. Et elle va aller sur la petite résine, l'épine, et elle va pondre sur 2 aiguilles, 200 œufs en moyenne. Donc ça, c'est une capacité propre à cet insecte. Et regardez d'ailleurs, c'est très compliqué de pouvoir le repérer. Mais elle, sur un syndrome, on peut le voir. Vous voyez, ici on le voit, c'est comme un un petit épi de maïs qui est un chauffe-eau. On va voir une petite vidéo par la suite. Elle recouvre les œufs, elle ne les laisse pas à l'air libre, elle les recouvre avec des petites écailles de ses ailes pour pouvoir bien les protéger. Ça va durer ensuite, les œufs, en moyenne 30-45 jours d'incubation, et le bain de phrase. Chauffe-eau معايا هنايا, je vais zoomer un peu, regardez ici. Ça, c'est le cèdre de l'Atlas, et vous voyez ici, sur avec l'ouad yashjra, regardez ici, ça, c'est les œufs. C'est très compliqué de pouvoir les repérer. Et ils sont tous mstfines à cet endroit-là. Et ça, l'adulte, une fois que le mâle, il a donné sa substance, il tombe, il meurt. Une fois que la femelle, elle pond ses œufs, elle tombe, elle meurt. Donc, c'est ce qu'on appelle des insectes qui ont une durée, à durée de vie très éphémère. Parce qu'ils ont une durée de vie qui est extrêmement courte. Et leur objectif, c'est de reproduire un يخلقوا واحد جيل جديد. Donc, vous voyez ici la femelle, elle est en train de poser les œufs directement. Je vais laisser défiler la petite vidéo. Elle va laisser des petites écailles, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, hop, les petites écailles qu'elle laisse, qui font partie de son pelage, ou plutôt de ses poils. Et ensuite, on a les œufs qui vont réaliser leur incubation. Alors, excusez-nous, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Laissez-moi juste un petit instant, je vais vérifier. On revient tout de suite, Inch'Allah. Activez le micro, Monsieur Abkrim. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, fin de journée, je ne sais pas pourquoi on a eu cette perte de connexion, je suis désolé. Ça a touché l'ensemble de l'immeuble. Donc, je vais reprendre où j'en étais. Khadija, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on en était? On était في la partie la petite vidéo اللي كنا كنهضروا فيها على le dépôt ديال les œufs. D'accord. Hein. D'accord. Alors, je vais reprendre. Donc, ça veut dire qu'on était ici, hein, c'est ça? Khadija, tu confirmes, on était ici, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Ok, parfait, merci. Donc là, je disais que l'Ubayd Milira Express, c'est une petite chenille qui va sortir, qui fait 1 mm de longueur. 1 mm de longueur. Même pas. Pardon, l'œuf fait 1 mm, excusez-moi. L'œuf fait 1 mm, mais ici, on est à peu près sur un grain de riz. Et ce petit larve va descendre, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à manger pour grossir et pour atteindre cette taille-là, 5 cm. Ça, c'est photographié au niveau de la forêt d'Azor. Et vous voyez qu'ici, les stades de développement, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les 5 stades de développement de la chenille de positionnaire. C'est simplement que jusqu'à avoir cette forme finale L5. Le durée de développement va durer 4 à 6 mois et en général, selon le climat, selon ce que je vous ai dit, à savoir l'altitude, la température et également le rotoba, ça dure de septembre à février en moyenne. La particularité pour les arbres, et c'est pour ça qu'au niveau des Mia ou le Rabat, ils sont concernés par cette problématique-là, c'est parce que les arbres, ils vont perdre en croissance. Parce que dès le premier stade, c'est comme le Baql Fresh, le Baql Fresh, le bayt qui est frasse, le bébé Baql, le petit bébé punaise de lit, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de sang. C'est la même particularité pour les larves de chenilles processionnaires. Cette chenille, dès le premier stade, elle va vouloir consommer et faire une action, ce qu'on appelle ici défoliatrice. C'est-à-dire, elle va manger les feuilles, l'oraq diel shijra, de manière assez importante. Elle va vivre en colonie, regroupée. Et comment ils arrivent à rester plus ou moins attachés les uns aux autres? C'est parce qu'une chenille, comme d'autres insectes chenilles également, mais les katimcha, derrière, un fil de soie. Et ce fil de soie, il se retrouve sur les branches, sur le long du passage, et ça, elles vont les suivre. Au niveau elles vont suivre ce trait-là, elles ne vont jamais s'en séparer. Elles n'ont pas besoin d'être collées les unes contre les autres, pas encore, mais en tout cas, elles ont besoin de suivre ce même passage qui va aller mêler les feuilles jusqu'à l'èche qui va se positionner la plupart du temps en hauteur et dans un endroit ensoleillé. Donc, vous voyez ici un exemple avec une chenille, vous voyez, un nid de chenille. Regardez ce que ça fait au niveau d'un arbre. Ça va complètement lui faire perdre sa croissance. Alors, les spécialistes disent que ce n'est pas forcément que l'arbre il va mourir, mais l'arbre il va être dans une situation où il va être beaucoup plus vulnérable, il va perdre en croissance. Et si plus ou moins, il est attaqué, il va finir par périr. Parce qu'il va être attaqué par d'autres maladies. Également l'écorce. Il va y avoir une problématique d'attaque de parasites, il va être concerné par d'autres choses. La température ambiante, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Si à l'extérieur, il fait plus que 32 degrés, ça commence à être dangereux pour la chenille, elle peut commencer à mourir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cet insecte partout. Et c'est pour ça qu'il reste à l'état de chenille. S'il le fait au moment de safe, au moment où ils vont mourir. Dans le cocon, dans le flèche, on va le voir. Mais dès qu'ils vont sortir, ils vont être sujets à la température extérieure. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dépendants des saisons. Ils sortent à un moment qui est propice. Et je vous donnerai d'ailleurs les caractéristiques par rapport à ça. Donc, il y a un problème d'esthétique, mais il y a un problème également, quand on a une forêt, on va avoir la forêt au bout d'un moment qui va être touchée de plus en plus. La larve, lorsqu'elle a bien mangé, d'accord, elle fait ses allers-retours, elle mange la nuit et le jour, d'accord, ma chère Lille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer, donc là, on a passé le mois de novembre, on arrive sur le mois de janvier, février, en tout cas décembre. Elles n'ont pas encore terminé leur stade de développement, mais elles m'en sont avec le 5e stade l'inverse, mais elles ont besoin de se protéger encore plus du froid. Donc là, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est quelque chose d'extraordinaire. Elles vont faire un nid
واحد العش qui va être avec une double couche, on va le voir, et cette double couche va les protéger du froid de manière assez extraordinaire. Je vous donne un cas bien précis. Elles vont être capables de gagner de 15 à 30 degrés. C'est-à-dire qu'elles sont capables de survivre. Il y a à l'extérieur 15 daraja au niveau de l'harara, au niveau du climat. S'il fait moins 15 degrés, elles sont capables de survivre parce que dans le nid, elles peuvent aller chercher jusqu'à les 10 ou 15 degrés également. Parce qu'elles sont capables d'aller chercher 30 degrés supplémentaires à travers une architecture très particulière. Et vous allez voir, ça va vous rappeler également avec ce sofa, les caïnos au niveau de l'isolant le Ferran. Il y a également Palat Sofa qui est faite avec des déchets et des résidus et de la soie également. Il n'y a pas de trou d'entrée ou de trou de sortie parce que pour pouvoir rentrer dans un nid d'hiver, c'est assez incroyable. Elles ont besoin d'attaquer et de rentrer à travers les fils de soie. Donc, pour pouvoir sortir et rentrer. C'est-à-dire qu'elles ont une première couche qui est faite de plein de fils de soie qui sont le résultat, en fait, des allers-retours et des mouvements des chenilles autour du nid. À chaque fois, il va y avoir, en fait, plein qui va se positionner. Et elles ont besoin de traverser ça, traverser le sofa, donc ça, c'est une particularité. Il faut savoir qu'un pin, il a fait entre 4 et 6 nids. Il suffit d'1 mois pour enlever toutes les feuilles. C'est-à-dire que les 4 à 5 nids de chenilles, les amrin mabi 100 et 200 wahda, elles vont manger toutes les feuilles de l'arbre. Regardez ici une donnée qui est très intéressante. D'accord? Ça, c'est un nid de soie qui est très dense. C'est ce qu'on appelle un nid d'hiver. On est encore sur la phase d'Yaraka, comme je vous ai dit. Regardez si la main est toujours exposée sur le soleil, vous voyez. Toujours ces nids-là, on arrive à les distinguer un peu plus et on le voit que c'est toujours une soie, il y a beaucoup de soie. Et regardez quand on passe une caméra thermique, regardez la température du corps humain, regardez la température d'Yal Qablèche. C'est aussi, voire plus chaud que l'intérieur du corps humain. Et là, c'est une photo qui est prise en France, sur une forêt de pins dans les Landes. C'est du côté de l'ouest de la France, le sud-ouest de la France. Et là, eh ben, il fait 12 degrés à l'extérieur. Pourtant, regardez à l'intérieur, il va faire plus que 30 degrés. Alors, comment c'est possible? Regardez à l'intérieur de l'Èche, de la caméra endoscopique. J'ai récupéré cette vidéo sur le reportage. Et avec la caméra, vous voyez à l'intérieur. Donc, on a passé avec l'armature. Je vais remettre la vidéo encore une fois. L'armature extérieure, hop. Vous voyez, on la voit ici. D'accord? Là, ils ont percé. Parce que il n'y a pas de trou d'entrée, pas de trou de sortie. Normalement, Kouchik est comme Sfouf. Mais la chenille, elle pénètre. Et une fois qu'elle a pénétré, elle va aller faire le sofa. Vous voyez? Elle va rentrer. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de résidus. Beaucoup de régurgitation. Et vous voyez que les chenilles sont bien au chaud à l'intérieur. Et là, on rentre dans la troisième phase, qui est au moment où la chenille atteint le 5e stade larvaire, puisque durant qu'elle est cachée, bien sûr, elle a besoin de manger. Elle sort quand? Elle sort quand il fait nuit. D'accord? Quand elle est au stade ici, au moment des lits. Si les froids sont trop forts et trop longs, s'il fait froid trop longtemps, le froid très fort pendant une durée très longue, elles ne vont pas sortir, elles vont finir par mourir. Voilà, on a des hivers, vous le voyez bien, de plus en plus doux qui favorisent son développement. Donc, il y a la procession. Avec la procession, l'arbre, et vous voyez qu'est-ce qui se passe. C'est un ensemble, c'est une armée de toutes les colonies. L'Esh complètement et elles vont sortir complètement, elles vont descendre au niveau de l'arbre pour faire ce qu'on appelle leur procession. Ça, c'est la particularité de la processionnaire du pin, parce que les autres ne font pas leur procession de cette manière-là. Et quand elles vont faire leur procession, c'est au début du printemps. Pourquoi? Parce qu'elles vont être à l'air libre et on a dit qu'il fallait une température favorable pour pouvoir se développer. Elles vont faire une procession et, subhanallah, toujours la première, et c'est tout le temps, ils ont toujours trouvé ça, c'est une constante. La première chenille, en tête, c'est une femelle, systématiquement.
parce qu'ils ont découvert qu'elles avaient un sens beaucoup plus aiguisé d'aller trouver un endroit, on va le voir. Elle a besoin de capter l'humidité, de capter la lumière, de capter un sol meuble, ce qu'on appelle l'ardre, c'est qu'on stable au niveau des trappes. Il ne faut pas que ce soit un sol qui soit dur. Et ça, la femelle a la capacité beaucoup plus importante à guider l'ensemble de la colonie. Et vous allez voir que c'est conduit par une femelle, ça peut être une procession de plusieurs dizaines de mètres en fonction de la quantité. Et هذا المشيان هذا يقدر يطول واحد même يومين 3 ايام 4 ايام على حسب. Elles vont descendre du tronc, elles vont pas se mettre directement au niveau du tronc, elles vont aller un peu plus loin, elles vont chercher, comme je l'ai dit, un endroit favorable pour pouvoir se positionner. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'on a un risque d'urtication. C'est quoi le risque d'urtication? C'est qu'on a la chenille, on va le voir ici quand on va zoomer, elle a la capacité, ici, elle a des petites pointes. Donc, vous pouvez les toucher à la main, il ne va rien se passer. Mais dès que la chenille se sent attaquée ou en risque, vous allez commencer à l'approcher, la saisir avec les mains. Elle va se mettre en boule, elle va compresser, elle va ouvrir, vous voyez ici, hop, elle va ouvrir les orifices, et ces orifices-là, ils vont libérer des soies urticantes. Les chocs qui sont microscopiques, c'est 250 microns. 250 microns, c'est 250 millièmes de millimètre. C'est-à-dire, dans 1 millimètre, c'est 250 cette partie-là. C'est très, très, très petit, on ne les voit pas. Et il y a des millions, des dizaines de millions de soies urticantes dans leur corps qu'elles peuvent libérer pour pouvoir se protéger des prédateurs. Et donc ça, elles apparaissent au 3e stade larvaire. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure que chez واحد بغى يقرب واحد العش اللي غادي يبان ليه مصفوف au niveau ديال l'arbre, غادي يبقى يقرب ليه, خصو يدير un masque, une visière, parce que à l'intérieur il y a des stades L3, c'est-à-dire des larves qui ont atteint le stade numéro 3, qui ne sont pas encore au stade final, mais dès le stade L3, elles ont les capacités d'émettre des poils urticants. Qu'est-ce qui se passe? Le poil urticant, il va entrer en contact avec différentes parties. Je vais vous montrer ici, je crois. Voilà. Ils vont se mettre en différentes parties. Ça peut être la peau. Ça fait exactement ça. Moi, j'en ai eu au niveau du cou, par exemple. C'est ce qui se passe. Vous avez des démangeaisons qui sont très, très, très fortes. Beaucoup plus que Bacl Fresh. Beaucoup plus. Très fortes. Il faut mettre de la cortisone ou des pommades spécifiques pour calmer. Tout dépend après de l'hassasiyya. Mais en général, moi, je n'ai pas trop une sensibilité sur ça, mais sur les piqûres. Mais celle-là, je m'en souviens encore. Et donc, c'est pas forcément que c'est douloureux, mais ça démange de manière extrêmement forte. Et pourquoi? Parce que ici, les petits poils qui sont invisibles vont venir, et au contact de la peau, ils vont se briser. Ils sont très sensibles, ils vont se briser. Il y aura des petits les medda, la tométopéine, la tométopéine. Et cette tométopéine, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle, plutôt, ou le medda, qui va directement donner cette réaction allergique. Donc, ça peut être au niveau de la peau, mais ça peut être surtout au niveau des voies respiratoires. Ça peut provoquer des crises d'état de manière assez forte. Ça peut être plus grave au niveau de l'œil. D'accord? Ça peut toucher également les chiens. Ça, il faut le savoir. Et si ça touche les chiens, vous voyez ici un chien qui a été touché. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bétaré? Il lui a fait une ablation de la langue parce qu'il peut y avoir des nécroses. Donc, c'est une problématique de santé animale. Et c'est une problématique de santé humaine. Pour l'animal, il va avoir un problème pour baver, il va avoir un gonflement, il va y avoir jusqu'à une nécrose s'il y a une prise en charge tardive. Au niveau de l'œil, vous voyez ce qui peut se passer. Et on estime, bon, ça c'est des études qui ont été réalisées par d'autres pays, puisqu'on n'a pas les datas ici encore, c'est qu'on estime qu'il y a moins de 5% des cas qui sont graves. Donc, les cas graves, c'est quoi? C'est l'œil, c'est la respiration, etc. Mais il y a beaucoup de cas qui sont des cas de démangeaison épidermique. C'est au niveau de la peau. D'accord? Chef Clément? Oui? Juste à titre d'information, il te reste 15 minutes. D'accord, je vais accélérer un peu. Et donc, on a la mise en bouche, les enfants, que ça peut être dangereux pour les enfants parce que les enfants vont prendre la chenille et vont la mettre directement. Je vais avancer pour vous montrer cette partie-là, qui est cette procession. Vous la voyez ici. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est des chenilles les unes derrière les autres. Elles se suivent systématiquement, conduites par la femelle.
elles vont avoir une phase d'arrêt. C'est quoi une phase d'arrêt? Elles vont s'enfouir dans le sol. Elles peuvent traverser Zeft, elles peuvent traverser Trab, Ramla, Hajar, mais elles vont aller jusqu'à trouver un sol qui est estimé comme étant un sol meuble. Si par contre, il fait suffisamment chaud à l'extérieur, la femelle, dès qu'elle va arriver au niveau de تحت الجدار ديال الشجرة غدير هذاك التحول غادي يديروا غادي يتخشاو وغادي يتخبوا تحت الارض. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller entre 5 et 20 cm sous le sol pour faire ce qu'on appelle une métamorphose. C'est avec Charnaqa. On va le voir dans une vidéo ici. Regardez ici les chenilles. La femelle, c'est bon, elle a donné le taux de départ. Elle a trouvé un sol qui est meuble. Elles vont aller sous le sol et là, elles vont se désolidariser. C'est d'abord chacun pour soi. Chacune va dire واحد الصوفة autour du corps de manière individuelle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer de carapace extérieure, avec la soie urticante. Ça a été fait en laboratoire pour voir à l'intérieur, d'accord, dans des conditions terrain à l'intérieur. Mais à la base, c'est vous allez au niveau du sol, c'est impossible quasiment de pouvoir les déceler. Et ça, c'est cette forme-là. Et ça va durer 3 mois. Mais si la saison est trop froide, on il fait trop froid, il y a un changement climatique, il y a un bouleversement climatique, elle peut rester jusqu'à 5 ans dans cette manière-là. 5 ans, c'est ce qu'on appelle soubet. C'est le seul cas où elle peut faire soubet, c'est à ce moment-là. Et donc là, on est sur un règlement qui est frontière. Parce que à la fois, il y a le himayat al-nabatat, mais il y a le hifz sihan al-amma. Parce que si vous avez une école, par exemple, qui a fait une transplantation d'arbres, aux alentours, ils ont fait que ce soit au niveau d'une école ou même d'une ville, ils ont fait, ils ont ramené le cèdre. Ils ont fait une transplantation d'arbres. Et quand ils ont fait la transplantation d'arbres, au niveau de la pépinière, eh ben, il y a Charnaqa qui est au niveau des Shijra, où là, peut-être qu'il y avait même un nid actif qui n'était pas visible. Eh ben, vous allez vous retrouver avec ça. Ça arrive, c'est ce qui arrive beaucoup d'ailleurs. Et vous allez avoir un risque de santé publique. Là, vous intervenez. Au niveau des forêts, on ne va pas vous appeler. Mais on le répète, qui est déjà du traitement qu'on va voir, c'est du traitement mécanique. Donc, on va rentrer dans les méthodes de lutte. Les méthodes de lutte, bon, principalement auparavant, on faisait carrément des traitements extrêmement toxiques avec de l'injection de pétrole au niveau des arbres. On utilisait de la poudre, on utilisait des organochlorés, on utilisait des pyréthrinoïdes, du permétrine, cypermétrine, etc. directement au niveau des arbres. Ça, c'est fini au niveau mondial, au niveau de Maghreb également, bien entendu. Vous ne traitez plus de cette manière-là. On va voir comment on traite les choses. Si on doit traiter de manière chimique, il y a 2 moyens. Il y a la lutte aérienne ou alors on peut traiter également de manière terrestre, mais ça reste de l'aérien. Et là, j'ai mis les dates, j'ai mis les périodes. Là, on va traiter quoi à votre avis? On va traiter l'adulte. Ou alors, est-ce qu'on va traiter la chenille? On va traiter la chenille. Pourquoi? Parce que là, on va appliquer un produit qui est à base soit de diflubenzuron, c'est un régulateur de croissance. الناس اللي كيستعملوا الكينه اللي كنلوحوا مثلا في واحد الضايه pour lutter contre les اليرقه ديال الشنيوله. C'est la même chose, ça contient la même matière active. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une pulvérisation au niveau des arbres. Soit du passage hélicoptère, ce qui est très coûteux, soit avec du canon, ou alors avec une pulvérisation si l'arbre n'est pas très haut. Et on va faire avec du diflubenzuron, pour le cas du chimique, ou alors avec cette matière active-là, c'est le Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie qu'on va diffuser au niveau des arbres, les deux. Et en fait, pourquoi on veut faire ça au niveau des arbres? Il faut qu'il y ait un effet mouillant. باش في هذا الوقت شهر 9 10 11 مازال اليرقه كتخرج بالنهار وبالليل وكتمشي حتى كتاكل هذاك الاوراق ديال الشجره. Et donc quand elle va manger, elle va consommer avec elle cet insecticide non répulsif qui va rentrer et qui va la tuer ou alors contaminer, libérer des toxines comme le cas du bacillus qu'on appelle le BTK. Pas le BTI, ne confondez pas. Il y a le BTI pour le moussik qui ne marche pas avec le chenille poissonnière du pain. Et l'inverse également. Donc c'est le BTK. Ces 2 matières actives-là existent au Maroc. Ce sont des matières actives de protection ديال حماية النباتات. Donc مرخصين من طرف l'ONSA وزارة الفلاحة.
parce qu'on traite les arbres et pour les protéger, ce qui est différent du traitement au niveau des arbres quand on veut faire du traitement ça ne sert à rien de traiter, je reviens juste là pour dire, ça ne sert à rien de traiter quand on arrive à des stades très avancés, parce que l'insecticide ne marchera pas sur les stades L4 et L5. Ça marche sur L1, L2, L3. Donc, قد ما كنسبقوا le traitement, قد ما كنévitيو هذاك المشكل من بعد. Sinon, on a des traitements qui sont inefficaces. Ensuite, ce qui est fait également, ça au niveau ديال الغابات, كيستعملوا هذه, كيديروا de l'échenillage. Soit كيطلعوا بالسلوم, pourquoi pas, ou avec des nacelles, soit كيستعملوا des cannes pour faire de l'échenillage, c'est-à-dire qu'ils vont couper, غيقطعوا les branches d'arbres qui contiennent les nids. Donc, c'est une action mécanique. Et on fait ça, mais qu'on a des tchanazol. On le fait quand? Pour nid d'hiver. Vous vous souvenez avec le nid msfof, avec la double armature, avec la température assez élevée à l'intérieur, qui est par rapport au froid. C'est à ce moment-là qu'on les retire. Et on va en journée. Pourquoi? Parce qu'elles ne sortent que la nuit. À ce moment-là, elles ne sortent que la nuit. Et donc, en journée, je sais que quand je retire le nid, je vais retirer toutes les espèces. Donc ça, on a besoin de se protéger parce qu'à l'intérieur, c'est rempli de poils urticants. Ensuite, technique, si on n'a pas fait l'échenillage, on peut équiper avant le mois de février, beltianazole, l'arbre avec ce qu'on appelle une collerette, un piège à chenilles processionnaires. Ça, c'est très efficace. Je vais vous montrer dans une petite vidéo. C'est constitué avec un collier, les rendero bien autour de l'jaleshja. On va voir qu'à l'intérieur, il ne faut pas laisser d'espace vide. Et ensuite, on va mettre un sac avec ce qu'on appelle un tuyau de descente. Les chenilles vont descendre et vont être capturées dans un sac. Les amar بالتراب غادي يسحبوا من وصل الارض غادي يسحبوا بين التراب لا مفيد باش يديروا داك التحول ديالهم وغادي تخشاو l'intérieur. Et à la fin, vous retirez ce sac-là, vous le brûlez, c'est réglé. Vous changez juste le sac. Donc ça, c'est un par arbre. On ne peut pas faire ça pour plusieurs arbres. Si j'ai un arbre qui est infesté avec des nids qui sont visibles, je mets ce collier-là. Si j'ai pour habitude d'avoir une forêt qui est infestée ou d'avoir eu cet arbre qui est déjà infesté, je mets ça par précaution. Ça n'a besoin d'aucune phéromone, aucun attractif, aucune pulvérisation. C'est mécanique, écologique. Il n'y a aucun traitement biologique, microbiologique, mais il faut le faire à temps et dans les arbres. Regardez ici pour quelqu'un qui va monter. On n'est pas obligé de monter. Vous pouvez le même faire à hauteur d'homme, mais pour des cas de grands arbres, c'est une déro en hauteur, bien comme il faut, parce que les arbres sont blindés. Vous voyez les chenilles qui descendent. Elles vont se retrouver ici piégées, parce qu'il y a la mousse qui épouse parfaitement les chajra. Et donc, elles vont passer leur temps à tourner jusqu'à radioslohed le tube. Vous voyez, c'est très ingénieux. Et donc, elles vont tomber à l'intérieur et elles vont faire leur procession à l'intérieur. Radib Kalina, un l'arbre, nzlo. Et je brûle le contenu. Je peux vider le sac. Parce que tout de suite, elles auront commencé à faire leur chrysalide. D'accord? Et donc, vous voyez les arbres ici, on est sur des arbres qui ont tous été touchés, donc tous, ils ont été équipés. C'est ce qu'on appelle de la lutte purement mécanique, en tout cas, ou physique, appelez comme vous voulez, mais c'est de la lutte écologique. Par contre, une fois le charnaqa kaina au niveau du sol, ça ne sert à rien de dire on rush, parce que vous savez très bien que le charnaqa, elle protège l'individu à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien. Donc, de mars à mai, le premier passage avec le traitement des arbres, ça n'a pas été fait avec l'insecticide. Ça n'a pas été fait au niveau de l'échenillage. Pardon, العواد اللي فيهم هذاك العش ما درناش le traitement avec le sac, et ben là c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Il faut que j'attende une prochaine étape qu'on va voir, qui est ce qu'on appelle la transformation. Et là, on va aller sur une lutte éthologique. Donc, vous avez bien compris que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler de la technique mukafaha mutakamila. On est en train de parler de plusieurs techniques qu'on va associer. Les pays qui ont expérimenté des grandes infestations, comme on va le voir sur le cas sur plein de pays, eh ben, ils ont tous compris que ce n'est pas avec une méthode l'Iranjah. Il faut que je combine 2 à 3 méthodes. Et donc là, quand il va y avoir l'émergence qu'on a vu dans la vidéo, comme il y a la vidéo au début du webinaire,
eh ben, la femelle, elle va sortir. Et quand elle va sortir, elle va émettre des phéromones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un stan, il peut être que vous utilisez déjà maintenant au niveau des limites alimentaires, au niveau des unités agroalimentaires. C'est plus ou moins les mêmes. On va mettre, à la place de mettre une phéromone pour les limites alimentaires, on va faire une phéromone qui est spéciale pour être le papillon et qui est une phéromone femelle. En hauteur. On va le mettre de ce type-là. Vous voyez, on va laisser un peu d'espace par rapport à l'arbre. On va mettre de l'eau avec de l'huile parce que vous êtes à l'extérieur. Donc, mettez de l'eau avec un peu d'huile. L'huile, elle va permettre d'éviter l'évaporation de l'eau. On va mettre la capsule phéromone. Et là, le mâle, lorsqu'il va sortir, il va croire que c'est une femelle parce que lui, il est aveugle, quasiment. Il voit les différences de température, les différences de trucs, il voit les différences de lumière. Il voit également, il sent la phéromone. Il va capter la phéromone qui a une durée de vie d'à peu près 2 à 3 mois. Donc, il faut positionner ça pas trop tôt parce qu'il faut tomber bien comme il faut sur la période juillet, août, septembre. Donc, il faut mettre ça au mois de mai. J'ai étudié au mois de mars. Ça veut dire la phéromone le mois de juin. Mais dans la période de vol, d'émergence, il y a les adultes, c'est-à-dire mois de juillet, à ce moment-là, la phéromone ne marche plus. Donc, il faut faire attention. Positionnement 2,50 m du sol minimum. 50 cm d'espace au tronc. Densité de pose. Arbre isolé, vous mettez 1 à 2 pièges. Si c'est un arbre isolé, un piège, ça suffit, Mathieu. Si des arbres alignés, je vous ai mis ici le dosage. Si c'est un piégeage massif, j'ai des hectares à traiter, j'ai remporté un marché XY et je dois faire de l'installation, et bien là, c'est 7 pièges par hectare. OK? C'est un usage qui est extrêmement ciblé, ça ne va pas capturer d'autres insectes qui sont puisque c'est que de la phéromone. Et donc, vous voyez ici, on est sur une lutte qui est absolument complète. Je reviens sur mes phases, mes 4 étapes, mes 5 étapes. On fait le traitement chenille. Ensuite, Tianazol, on essaye de faire également le traitement. Henaya, on ne peut rien faire, ils sont protégés. Ici, on peut faire le piégeage des papillons pour limiter la reproduction et diminuer le nombre d'œufs qui, eux, ne pourront pas être traités parce que les œufs ils sont tellement petits, tellement cachés et de toute façon protégés. Je reviens sur l'histoire du climat. Vous voyez les différents climats qu'on a au niveau de la moitié nord du pays. On a des climats qui sont assez différents, à influence océanique. Vous voyez, c'est un climat méditerranéen, mais avec une influence océanique, parce qu'on a le Mouhit, l'océan Atlantique. Alors qu'ici, on est sur des climats méditerranéens purs, ou alors méditerranéens de transition, comme ce qu'on a ici, avec certaines dégradations. Et ici, on est sur le subdésertique ou désertique, donc là, on n'a plus de problème. Donc, c'est vraiment dans cette tranche-là où on a cette problématique de cet insecte. Avant de clôturer, je voulais parler quand même des différentes prédations qui peuvent exister, ou le badil écologique, ou même le badil même chimique, on verra. Il y a plusieurs choses qui existent. Alors, on a un au niveau des nids, la chèche, il y a un petit insecte, un petit oiseau, d'accord, qui consomme beaucoup de chenilles. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle la mésange. Je ne sais pas le dire, je n'ai pas fait la traduction juste avant. La mésange, qu'est-ce qu'elle va faire? Chaque jour, elle va manger 40 larves. Une seule mésange va manger 40 larves. Donc, elle peut, sur plusieurs jours, vider un nid. Et vous voyez ici ce qui a été fait. Depuis 2006, ça a commencé. Et donc, maintenant, ce n'est plus expérimenté. C'est quelque chose qui est déployé. Quand on a des arbres qui sont très touchés, on fait des installations de nids. Il y a là de la mésange. Coloniser coloniser le mintaqa ou réguler l'Yalaka qui va éviter par la suite de donner cette progression, comme on l'a dit, de 2 à 3 km vers le nord pour être l'insecte. Et également, quand c'est le moment de la nidification d'Yalha, elle a besoin de nourrir les petits, elle peut prendre jusqu'à 900 chenilles par jour. Oui, c'est énorme. La huppe, c'est une autre espèce d'oiseau. Elle a une capacité que nous, on ne peut pas avoir, c'est qu'elle est capable de détecter le charnaqal qui est enfoui à 5 à 20 cm. Et Robé fait très bien les choses. Regardez le bec qu'elle a. Elle est capable d'aller chercher en profondeur sous la terre. Elle va les prendre de la chrysalide. Elle va la consommer, la donner à consommer aux petits. Elle peut décimer 60% des chrysalides d'une population. Donc ça aussi, c'est une prédation qui est naturelle. Donc là, on est sur la lutte biologique. La lutte avec la lutte IPM, l'Integrated Pest Management, on est au niveau de la tabaca, de la lutte biologique.
Également, il y a, ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui est apparu depuis 2017 en Europe. On a également ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Plutôt on va installer avec une phéromone, etc. Les phéromones, je vais les prendre dans des boules et dans des billes qui contiennent une matière phéromonique dans un microencapsulé. Les microencapsulés, au niveau les traitements insectes classiques. Vous voyez les boules, elles sont plutôt fragiles. On les met dans un pistolet paintball, d'accord? Nestlé déjà dans le paintball, le système. Ça va fonctionner avec de l'air comprimé et on va balancer ça sur les arbres. On va faire des tirs à 5-10 cm de la cible. On va se positionner et on va faire environ, pour chaque arbre, entre 10 et 30 billes par arbre. Ça marche très, très bien. Parce qu'après, ça va se coller, ça va se dégrader et ça va libérer la phéromone pendant également 3 mois. Et donc là, on est sur des traitements qui sont très rapides. On peut faire mettre des traitements au niveau des forêts avec RD en ne dépassant pas un rythme de 400 billes par hectare. Mais si on a un arbre, c'est 10 à 30 billes. Ça enlève la nacelle, ça enlève le travail en hauteur, ça enlève la problématique de l'installation. On va beaucoup plus vite avec ce système-là. Mais il faut investir dans les billes. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est homologué le Maghreb au niveau ديال حماية النباتات ولا حفظ الصحة العامة pardon. Une autre technique qui est à l'étude avant de clôturer, vous avez également la perturbation des sens. Vous avez cette chercheuse qui a découvert qu'il y avait une trace, une phéromone qui était suivie par les lialaka. Et vous voyez que lialaka, elle suit normalement cette trace de soie. Vous voyez, ça, c'est des soies. D'accord? Avec eh ben, elle la suit en général. Mais vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a pulvérisé, elle a mis une petite bande ici, un petit peu, quelques gouttes de son produit, et ça a permis de les dévier de leur trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, avec cette technique, si elle aboutit, Inch'Allah, on peut arriver sur un arbre de manière un petit peu anticipée, ou même pendant qu'ils sont en train de faire l'aller-retour entre l'esh et l'oraq, pendant la consommation, et on va pulvériser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont se perdre. Et quand elles vont se perdre, elles vont mourir. Parce qu'elles n'ont pas la capacité à vivre seules. Elles ont besoin de vivre de manière grégaire, c'est-à-dire regroupée. Et pareil ici, vous avez un insecte auxiliaire qui va parasiter les œufs. Ça, c'était à la phase d'étude, mais c'est très difficile à déployer. Je crois à ma connaissance qu'ils ont fini par abandonner ça. Bien sûr, les drones, se sont invités dans ça, parce que quand vous avez des drones qui vous permettent de travailler en hauteur et que vous avez des arbres qui font 30 mètres, un drone, les raïmchés et la pulvérisation au niveau de l'arbre, ou là peut-être la pulvérisation liée à du produit qui permet de les dévier de leur trajectoire. On n'oublie pas qu'au Maroc, on a d'autres types de chenilles processionnaires. On a la chenille processionnaire du chêne, vous la voyez ici, elle est plus grise, mais en vérité, ma كديرش التنازل ديالها jusqu'au sol. كدير التحول كامل ديالها soit au niveau ديال العش, soit au niveau ديال الجدح en hauteur. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais le risque de santé publique avec la procédure du chêne, c'est très rare, très très rare qu'on ait une problématique par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup de chênes au Maroc, on a des centaines de milliers d'hectares de chênes, beaucoup plus, c'est 35% de l'espace forestier marocain, mais on n'a pas cette problématique, alhamdoulilah, c'est des chenilles qui sont urticantes, bien sûr, mais elles ne sont pas, comme je l'ai dit, une problématique de santé publique à ce jour. Vous avez également le limantria, ce qu'on appelle aussi le bombix disparate. Vous l'avez quand il est en hauteur, on le voit, il peut être blanc, il peut être un peu marron. Vous voyez les antennes, comment elles sont déployées, c'est shkel un peu. Et vous avez ici la chenille, d'accord? Elle peut être défoliatrice également, d'accord? Elle a des poils longs, elle est défoliatrice, elle mange, d'accord? Elle est 100% phyto, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est uniquement au niveau de la. Les poils, ils peuvent être désagréables quand on a du contact, mais elles ne provoquent pas d'urtication. C'est-à-dire que par rapport à elles. On peut avoir le côté désagréable, mais jamais on va se gratter comme on va se gratter avec la chenille processionnaire du pain. Donc, je la mets ici pour qu'on puisse savoir par culture générale que c'est une chenille processionnaire. Une chenille défoliatrice, chenille processionnaire, parce qu'elle ne fait pas avec la descente, mais elle a la capacité à défolier les arbres de cette manière-là. Vous voyez comment après l'arbre termine, notamment les feuillus. Là, c'est le cas d'un chêne. OK? Et une chose très importante qui a été révélée, c'est que quand vous avez des photos comme celle-ci, ça c'est une forêt, la plus grande forêt artificielle de pins en Europe, elle se situe dans les Landes.
C'est Medinat Bordeaux ou Medinat Saint-Jean-de-Luz, plus ou moins. On est sur vraiment la partie sud-ouest de France, au niveau de la côte atlantique. Eh ben, on a des forêts entières de pins. Eh ben, vous avez des forêts comme ça, qui sont entières de pins, qui sont absolument contaminées. Elles ont permis, ça a permis la progression de la hachara. Et ils ont découvert que si on avait non seulement pas fait une forêt entière de pins, mais on aurait cassé de la forêt avec différents types d'arbres, on aurait complètement freiné la progression de l'insecte, parce qu'il serait retrouvé avec d'autres insectes, la menthe religieuse, d'autres insectes qui vont consommer les yaraqas, mais qui vivent sur d'autres types d'arbres, qui sont des arbres feuillus. Voilà pour ma présentation. Je pense que j'ai été dans les temps, Khadija, j'espère. Oui, ça va. Un peu dépassé. Merci beaucoup. Alors, donc, je suis ouvert pour les questions s'il y a des questions par rapport à de l'insecte ajib. Parfait. Alors, on passe directement à la session questions-réponses. J'ai juste une petite remarque complémentaire de M. Tarek. J'aimerais bien le lire, comme ça les personnes les marquent dans le chat. Alors, il dit que pour la traduction en arabe, le mensonge, هو الزرزور. الزرزور, ok. Et la huppe, هو الهدهد. C'est logique par rapport à la... Voilà. Alors, je passe la parole à Nadia pour les questions écrites et après, j'ai normalement M. Ali Beladdel qui a levé la main. Alors, reste avec nous, c'est Ali. On vous passe la parole juste après. Nadia, à toi la parole. Oui, salam alaikum. Donc, on a une question de la part de M. Ashraf Ma'al-Ainin. Donc, est-ce qu'il y a des pièges à phéromones pour capturer les mâles? Alors, la question, c'était avant la partie d'Yal comme tu Krim, mais maintenant, on répond. Oui, je pense qu'on l'a vu, effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Les pièges à phéromones, il faut juste bien choisir la phéromone. Il faut que ce soit la phéromone qui contient le nom scientifique de l'insecte, de la phage de la chenille, la larve, qui s'appelle la chenille processionnaire du pain. Ok. Nadia? Oui, donc c'est tout. C'est la seule question qu'on a déjà. Parfait. Ok. Alors, je ne sais pas, c'est Monsieur Ali. إلا كنتي معنا vous pouvez juste activer le micro ديالك et voilà. Monsieur Ali? Parfait. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله عليك. السلام كريم. كي داير لاباس عليك؟ لاباس عليك الإخوان عواشر المباركة. الله يبارك فيك. كذا نعيش عمل بخير. تشكركم بعد على هاد المواضيع في هاد الشهر المبارك. مرحبا. بغيت نسولك اخويا على هاد الشيء واش داخل في لي فيتوسانيتير ولا في الصحه العامه. اذا تنظن انا نكون ما سمعتش شي وقيته كنت خارج ولا شي حاجه الله يرحم الوالدين. لا ماشي مشكل مي السؤال مهم باسكو جوستومون راه هو داخل في لي دو. Si vous faites un traitement غديروا شي واحد غادي يدير ان تريتمون في معموره مثلا في الغابه المعموره غادي يدير واحد التريتمون. حنايا il est pas dans la santé publique. Il est dans c'est difficile de dire qu'il est dans la santé publique, sauf il a غادي traiter واحد l'arbre في الناس كيجلسوا حدا كيديروا بيكنيك حدا etc. علاش لا. S'il y a un risque الاثر على الانسان ولا على الحيوانات, vous sortez du cadre ديال phytosanitaire. لكن si vous devez traiter l'arbre de manière chimique, ما غتلقاوش ان برودوي مرخص من طرف وزاره الصحه اللي تقدروا تستعملوا au niveau ديال l'arbre. هذه هي الصعوبه اللي عندنا. غادي خصكم un produit phytosanitaire qui est homologué par l'ONSA pour pouvoir traiter l'arbre. Par contre, vous voulez installer un piège à phéromones, vous voulez faire enlever l'èche, مثلا تحيدوا العش directement avec les chenillages, avec la canne. بغيتو نديرو je sais pas moi un traitement avec le collier اللي شفنا اللي غادي نديرو اللي غادي نحسبوا طول جذع على الشجره. Tout ça, c'est de la santé publique. Aslan, on n'a pas besoin d'homologation pour ces produits-là. واش هادشي الناس كان عنده علاقه السي عبد الكريم تقريبا كيشبه الكوشني اللي كانت في لا ما عندوش علاقه بلا كوشني باسكو لا كوشني ان با سيت ما عندهاش هاد اليرقه بهذا الشكل هذا. لا كوشني لا كاباسيتي ا فير بورير هذاك الهنديه بيان سور داك البرودوي الهنديه كتخرج كتكون ديجا خامجه
D'accord? Elles n'arrivent même pas même à correctement se développer. Donc ça, c'est différent. C'est un autre type d'insecte, qui est un autre type d'arachnide même, qui est lié à une autre biologie. ما عندوش علاقة أخويا علي. شكرا فالكريم. مرحبا. Merci, c'est Ali. Alors, apparemment, on a une nouvelle question sur chat. Nadia? Oui, on a une question de la part de M. Mehdi Akley. À propos des poils urticants, est-ce que les chenilles les projettent ou bien ils restent juste sur leur peau? Il ne faut pas les toucher. Non, c'est très risqué en fait. Vous pouvez très bien les toucher. Si elles ne se sentent pas menacées, elles ne vont pas les libérer. Mais dès qu'elles commencent à se mettre en boule, dès qu'elles commencent même à se mettre en boule juste sur une partie du corps, elles les lâchent. Et en fait, elles les projettent à Mehdi. C'est ça la difficulté. Ça veut dire qu'elles peuvent être aussi bien directement sur la peau, ou elles sont tellement fines. On a dit que c'était 250 millièmes de millimètre. Donc ça veut dire qu'elles se baladent dans l'air. C'est pour ça qu'elles arrivent au niveau des yeux, etc. Parce qu'en fait, elles sont légèrement projetées et le vent fait le reste. Parfait, c'est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des commentaires, des personnes qui veulent vraiment poser leurs questions directement. Moi, j'ai pas de... Anna, j'en profite pour vous remercier pour la présence, parce que le dernier webinaire, on savait bien qu'il allait y avoir un peu de moins de monde, c'est normal. Hein. C'est la fin. والله يتقبل منكم صيامكم قيامكم. C'est le plus important, ce qu'on vous souhaite déjà dans un premier temps. Eid Mubarak Saïd avec un petit peu d'avance, je me permets, puisqu'on est très proche. Ramadan Zarab, je trouvais qu'il était très rapide, je pense, pour tout le monde également. Et on espère encore une fois que ça a été utile. On essaiera de faire un petit retour, une enquête de satisfaction. Je ne sais pas si c'est possible déjà de faire ça, Nadia également, de prévoir peut-être une enquête ou quelque chose comme ça pour avoir un peu les retours, pour pouvoir construire les prochains webinaires. Inch'Allah. Bon, moi, je n'ai pas de remise à vous proposer aujourd'hui, hein, mais j'ai des remises, des choses spécifiques à vous proposer, par rapport à chez Haja. Hein, mais en tout cas, profitez des remises dont vous allez profiter avec les deux autres partenaires sur ces parties-là. Je ne sais pas, Khadija, si on peut également parler peut-être des vidéos qui vont arriver. Elles arrivent prochainement, je crois, les vidéos, normalement. Oui, Inch'Allah, les replays, les enregistrements des webinaires, les 4 webinaires que nous avons fait, Inch'Allah, le mois, ils seront, Inch'Allah, partagés avec l'ensemble des participants après l'Eid. Inch'Allah. Alors, moi, à mon tour, je veux remercier Monsieur le Président et je remercie l'ensemble des participants. C'est pas facile qu'on 2 jours avant l'Eid, ou même c'est les derniers jours avant l'Eid où qu'on a un webinaire. Donc, je vous remercie et on se retrouve, Inch'Allah, pour un prochain programme qui sera soit des webinaires, soit même une série de webinaires, pourquoi pas, comme on a déjà fait. Avec un peu d'avance également. Et je veux dire à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Yalla, bismillah,